Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel événement Tribune organisé en partenariat avec le Journal des grandes écoles et des universités et le cabinet d'audit et de conseil Ernst & Young. Ce soir nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Petit, PDG de McDonald's France. Le logo vert, c'est lui. Le McCafé, c'est lui aussi. Et la France, deuxième pays le plus rentable pour McDonald's, c'est encore lui. PDG de McDonald's depuis 2004, cet ancien publicitaire a su obtenir la confiance des Américains et faire de la division France l'élément moteur de l'innovation du groupe. Est-il plutôt frites Coca ou salade bouteille d'eau? Préfère-t-il qu'on l'appelle grand patron ou Big Mac? Comment a-t-il réussi à vendre autant de nuggets dans le pays de la gastronomie? Vous pourrez lui poser toutes ces questions dans quelques minutes, mais je laisse d'abord la parole aux deux membres de Tribune, Agnès et Hugo. Merci à tous et bonne soirée. Jean-Pierre Petit, je voudrais commencer par vous lire un extrait des Scènes de la vie future de Georges Duhamel. L'Amérique a trouvé qu'il était bien préférable, pour obtenir un bon rendement, de ne cultiver que 2 variétés de pommes et qu'une seule variété de poires. Et je suis né dans un pays qui, par son sol, ses êtres et ses œuvres, est divers, bigarré, changeant, ingénieux. Du lait, cette nourriture simple, élémentaire, nous savons faire, nous Français, plus de 100 espèces de fromage. À ce seul trait, je reconnais et j'admire le génie de ma patrie. J'appartiens à un peuple de paysans qui cultive avec amour, depuis des siècles, 50 prunes différentes et qui trouvent à chacune un goût délicieusement incomparable. Donc ce texte a été publié en 1930 et 70 ans plus tard, José Bové remonte au créneau pour défendre la France contre l'Amérique, le Roquefort contre le Big Mac. Il devient une sorte de héros national en détruisant le McDo de Millau, symbole de la malbouffe, de la mondialisation abusive et du capitalisme apatride. Il s'agit alors de s'attaquer au cheval de Troie de l'invasion américaine que représentait McDo. L'homme que nous invitons ce soir, que vous ne connaissez peut-être pas encore, a vendu son âme au diable. Pour certains, ce qui peut être considéré comme le diable, McDonald's. Alors justement, il le fait à travers de son livre qu'il sort, j'ai vendu mon âme au diable, j'ai vendu mon âme à McDo. Justement, comme quoi, ça marche, hein. Ça fait un itinéraire d'un autodidacte, c'est bon titre. Alors, Jean-Pierre Petit, bonsoir. Bonsoir. Ma première question sera donc pour rebondir sur ce que disait Agnès. Comment avez-vous réussi à imposer McDonald's dans notre pays, ce pays de la gastronomie, ce pays où on est quelque peu franchouillard parfois, où autant des apéros saucissons vin rouge, ce n'était pas gagné quand vous êtes arrivé dans l'entreprise, et ce n'est peut-être toujours pas. Pouvez-vous nous raconter cela? Ça va être une longue histoire, hein. Ça va être une longue histoire. Mais j'espère aussi que vous allez me poser des questions sur l'avenir, pas uniquement sur le passé. En fait, c'est une histoire de mouvement, je crois. Une entreprise, ce texte du reste le dit bien, mais si on reste dans ce monde, ce texte a écrit en 1930, c'est vrai que José Bové a rappelé d'une certaine manière, par son attitude, son comportement, qu'on peut regretter par la violence, mais ses idées sont les siennes, elles sont tout à fait respectables, a amené probablement et a conduit l'entreprise, José Bové, en tout cas la situation dans laquelle nous étions, puisque nous étions en effet un peu le diable, et c'est vrai, on représentait à cette époque l'ensemble des problèmes de la société française, ou des difficultés. Donc on était les mal-jobs, on était la malbouffe, on était tous les défauts qu'on pouvait attribuer à la société française, nous les portions, et on était un joli résumé d'une certaine manière. Pour un journaliste en mal de titres, ou pour un politique en mal d'électeurs, se faire McDo, ça payait quand même pas mal, et c'était assez intéressant. Et en même temps, il est exact, comme toujours, les Français sont excessifs, et donc il était excessif qu'on soit le diable, comme aujourd'hui on le verra, on n'est pas devenu non plus un modèle, c'est aussi excessif dans un sens comme dans l'autre, mais je préfère quand même l'excessif d'aujourd'hui que celui il y a une quinzaine d'années. Et comme on a fait, moi je le dirais par un seul mot, c'est-à-dire qu'on a écouté, on a bien sûr travaillé et on a changé. Si on a essayé de tordre le cou à des idées qui étaient inexactes, parce que McDonald's, à son démarrage dans les années 80, s'est plus préoccupé
d'installer son modèle marketing, son modèle commercial, ses restaurants, les Happy Meal, les jeux, les produits, la nouveauté, sa modernité, a probablement fait le défaut de l'arrogance, dont seuls quelquefois les Américains sont capables, d'ignorer un petit peu l'environnement dans lequel ils avaient opéré. Et un peu comme l'armée républicaine américaine, représentée par Bush, on a voulu s'imposer en France de manière forte et en disant la vérité fera apparaître, puisqu'on est formidable, puisqu'on fait des choses très très bien, les gens vont les reconnaître. Ils ont tout simplement oublié qu'en France ça ne se passait pas comme ça. Il faut montrer les choses, il fallait faire des efforts, et donc pendant des années on a eu un peu la stratégie de la chaise vide. Et on a laissé s'installer au fil du temps une très mauvaise image de l'entreprise. Oui. Aujourd'hui, vous pensez que vous avez réussi à dédiaboliser McDo? Non, on n'a pas réussi à dédiaboliser McDo, parce que sous la braise, il y a toujours un feu qui couvre, et vos questions, du reste, le précisent, me le rappellent en tout cas. Mais je pense qu'en effet, on a changé l'histoire de cette entreprise, et je viens à ce point-là, c'est-à-dire que d'abord, on a abandonné cette stratégie de l'absence et de la chaise vide, et puis on s'est transformé dans beaucoup d'aspects. On a aussi changé. Il ne s'agit pas uniquement de se contenter de rappeler ce que nous étions en disant ben, comme nous faisons bien, ne vous inquiétez pas, sur la nutrition il n'y a pas de problème, sur le social il n'y a pas de problème, sur la qualité il n'y a pas de problème, sur l'environnement il n'y a pas de problème. Si, il y avait des problèmes qui étaient les problèmes d'une société en évolution, comme beaucoup d'entreprises, et ces entreprises ont changé, et nous avons changé, et on a pris un grand nombre d'initiatives, toujours avec difficulté, parce qu'on est dans un système très, très global, donc la flexibilité n'est pas notre qualité première, mais un gros paquebot qu'il faut conduire comme un dériveur, parce que les clients que vous êtes, jeunes souvent, en tout cas, sont des gens qui bougent avec l'air du temps, et donc on ne peut pas se permettre d'être en retard. Il faut être une entreprise de son temps. Il fallait devenir une entreprise de son temps, en apprenant les sujets de nutrition, en apprenant les sujets de société, les sujets d'intégration. Et je pense que cette entreprise, aujourd'hui, a modifié son image, même si c'est un chemin qui ne finit jamais, parce qu'elle a su s'intégrer et faire partie réellement des préoccupations des Français et d'être en empathie avec tous ces sujets. Justement, vous parlez dans votre livre, donc ce sera un bon résumé pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, de l'impact justement, en partie vous avez eu au sein justement de ce groupe McDonald's international. Pouvez-vous nous raconter comment cela s'est passé justement de batailler avec des Américains? On sait que vous avez passé parfois pas loin du licenciement, de l'exclusion justement de ce groupe qui a peut-être du mal à accepter cette vision francophone, et finalement on voit aujourd'hui cette vision francophone est devenue quand même importante au sein du groupe. Oui, au-delà de l'image qu'on se fait des grands groupes, de leurs raideurs, les grands groupes sont dirigés par, avant toute chose, il faut bien avoir en tête que les grands groupes sont dirigés par des gens intelligents. Et ils ont vite compris, encore fallait-il bien leur expliquer, à ce moment-là on peut dire que les représentants dans les pays sont intelligents aussi, que changer l'image de l'entreprise était une question de survie pour la marque. Et moi je fais la différence entre la marque, qui n'était pas questionnée, le système McDonald's dans son organisation produit, encore une fois, marque, est arrivé au bon moment. Est arrivé au moment où la société française, entourée un peu dans une restauration très conventionnelle, a trouvé un peu un oxygène dans cette liberté que représentent nos restaurants, ce mode de consommation, ces relations avec les uns avec les autres, ces barrières qui n'existent plus à l'intérieur de nos restaurants, alors que vous êtes trop jeune pour vous en rappeler beaucoup d'entre vous, mais la France, la restauration des années 60, 70, 80, était une relation en poulet, où les enfants n'avaient pas droit à la parole, où la raideur était un peu le signe de la restauration, et c'est vrai que McDonald's est arrivé avec sa marque et ses produits comme un oxygène, est arrivé au bon moment. Par contre, l'entreprise, elle, crée un halo extrêmement négatif et chargeait, je dirais, la marque de tous ses défauts, et que si on n'avait pas trouvé des mouvements et des solutions positives et constructives sur l'entreprise, la marque n'aurait pas pu exister. L'ouverture même de nos restaurants n'est pas pu se faire, les mairies nous rejetaient, les milieux associatifs nous rejetaient, les milieux politiques nous rejetaient, donc on n'aurait pas pu, même physiquement, installer des points de vente. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, un maire d'une bourgade de 20 000 habitants ne rêve que d'une seule chose, d'un point de vue électif, c'est que McDonald's soit présent. Donc on voit bien quand même que l'histoire a changé. Alors, pour répondre et revenir à votre question, je ne sais plus comment ça se passe. Je pense que c'est comme dans la vie, c'est un mélange de confiance, c'est un mélange de faire les choses de manière réfléchie, c'est un mélange de culot, c'est un mélange d'une forme d'autoritarisme, ce sont des choses
qui vont aussi imposer un peu les choses. J'ai l'habitude de dire que dans un grand groupe, mais pas le retenir, il vaut mieux quelquefois s'excuser que demander la permission. Ces groupes sont très décentralisés, et donc c'est vrai que l'on a une latitude et une autonomie assez importante. Et c'est intéressant de souligner qu'une entreprise comme McDonald's, dont l'image générale est le symbole de la globalisation, moi je pense qu'on est l'inverse de la globalisation. Parce que on crée de la valeur ajoutée là où on s'installe, alors que le résumé de la globalisation est plutôt juste l'inverse, c'est-à-dire on délocalise de la valeur ajoutée. Et donc McDonald's, par sa capacité à investir, sa capacité à recruter, sa capacité à produire localement, est bien l'inverse de la mondialisation. Alors c'est un jeu de mots, parce que j'ai bien conscience que notre système aussi est global dans son mode de fonctionnement, dans son mode organisationnel, dans sa marque, dans les produits qu'il commercialise. Mais sur le plan économique, on est juste l'inverse de la mondialisation. Mais vous dites quand même dans votre livre que ça a été difficile d'implanter les modes opérationnels en France, notamment au niveau. Enfin, est-ce qu'il y a un management particulier à McDo qui ne correspond pas forcément à la culture française? Non, je ne dirais pas sur le plan de son management. Je pense que c'était le management à l'américaine qui ne correspondait pas à la culture française, mais que le travail de l'équipe que je représente au cours de ces 30 dernières années, enfin j'ai travaillé, ça fait 30 ans que je travaille pour et avec McDonald's, j'étais le publicitaire de McDonald's pendant de nombreuses années, assure apporter les éléments de modification. Mais je ne crois pas que c'est dans des notions de management, parce que on représente un management assez traditionnel d'une grande société française qu'on va retrouver chez L'Oréal, chez Danone, ou dans des sociétés américaines, chez Procter ou chez Coca. Et donc le fonctionnement, ce qui est particulier chez nous, c'est notre mode de distribution de nos produits, puisqu'on n'est pas une entreprise qui distribuons, comme beaucoup d'entreprises, nos produits sur des linéaires, avec un mode de communication qui n'existe pas, par un packaging, une bouteille, une information sur le nom d'une bouteille, et puis un site internet qui permet pour ceux qui le veulent aller chercher l'information. On me pose la question pourquoi j'ai pas de tweet personnel, parce que j'en ai 750 millions de tweets par an, qui sont tout simplement vous qui venez dans nos restaurants et qui parlez avec nos équipiers, un regard, une contrariété, une difficulté, un mécontentement, ou au contraire un plaisir, une satisfaction. Et tout d'un coup, c'est une matière vivante, la relation qu'il y a entre McDonald's et sa clientèle, et qui est un atout formidable, puisque vous vous rendez bien compte, plutôt que d'avoir des gens, je dirais, neutres qu'on ne connaît pas, on a des gens physiques en face de nous, et donc c'est une force de communication. Alors, en même temps, c'est un inconvénient terrible, parce que la moindre erreur, la moindre difficulté est tout de suite sanctionnée, puisqu'on a la personne en face de soi. Quand vous avez une bouteille qui est mal positionnée sur un linéaire, de là que vous en préoccupiez beaucoup, il va se passer un petit peu de temps. Si vous n'êtes pas content parce que votre Big Mac n'est pas assez chaud ou mal préparé, vous allez me le dire tout de suite. Vous allez en même temps avoir une réponse immédiate. Pas besoin d'aller tweeter. Et 750 millions de consommateurs de McDonald's par an, 1,7 million par jour, quand même. Vous vous définissez comme autodidacte? Là, c'est que mon père m'a fait remarquer, c'est pas que je me définis, hein. C'est une triste ou une réalité en tout cas, je ne sais pas si elle est triste, mais en tout cas c'est une réalité. Votre groupe est composé de beaucoup d'autodidactes justement, c'est ça? Oui, les McDonald's. Les McDonald's, voilà. C'est difficile à gérer d'autres autodidactes quand on en est un soi-même. Non, le fait que j'en sois un moi-même, on va dire, peut-être ça me donne un regard permissif et tolérant sur notre système. C'est vrai que je pense que c'est une autre caractéristique de cette entreprise, qui est une entreprise très permissive, à la fois dans son vécu, à la fois bien sûr sur son type de clientèle, puisqu'elle se définit au travers de cette campagne que vous connaissez, venez comme vous êtes, mais qui reflète bien, je dirais, ce mélange des âges, des générations, des milieux, des religions, etc., et qu'il n'y a pas de barrière, et cette espèce de liberté que l'on ressent, en fait, on le ressent fortement, que nos clients ressentent, est un vrai capital de cette enseigne. Quand on regarde de l'autre côté du comptoir, mais qui pourraient être vous aussi, et peut-être certains d'entre vous l'ont été dans des années d'étudiants, un peu plus tôt encore que maintenant, je pense que maintenant vous n'avez plus le temps d'aller travailler chez McDonald's, peut-être certains l'ont fait, c'est la même chose qui se passe. C'est-à-dire que on n'a pas, c'est peut-être l'origine américaine, on n'a pas le symbole du diplôme aussi fortement ancré
que ce que l'on a en France, et sans porter bien sûr de jugement, d'appréciation et de valeur, et que cette entreprise est structurée, est organisée de façon à pouvoir donner, parce qu'elle n'est pas regardée par des diplômés, peut-être qu'un jour elle le sera, parce que aller travailler au McDo, peut-être pour les parents de certains, c'est pas bien, c'est pas une promotion. Moi, je pense juste à l'inverse, et que des gens qui n'ont pas, pour des raisons personnelles, n'ont pas pris ce qu'on appelle le premier train, je dirais, du diplôme ou de l'étude, il y a une vraie deuxième chance qui leur est donnée. Alors, on critique souvent, ce sont des petits jobs non qualifiés à temps partiel. Moi, je crois que c'est pas ça qui est important. Vous commencerez tous par un petit job non qualifié, peut-être pas à temps partiel, quels que soient vos diplômes, quelles que soient vos études, vous allez être confrontés à ça. L'important, c'est pas de ce qu'on fait en rentrant, c'est combien de temps on le fait, combien de temps on reste dans un petit job. Et c'est vrai que j'ai plaisir à dire que l'évolution qui est donnée à ces gens, souvent peu structurés, ou en tout cas mal structurés, qui viennent d'origines très différentes et qui n'ont pas appris le cadre familial, le cadre amical, le cadre professionnel, d'étudiants que permettent la vie de la plupart d'entre vous, ont une véritable deuxième chance, et que quand je vois aujourd'hui que 70 ou 80% de l'encadrement de McDonald's provient par des gens qui sont rentrés comme ça chez McDonald's au mois de juillet pendant 15 jours pour faire un travail d'équipier à temps partiel, je trouve ça formidable. Et je vois qu'à côté d'écoles, d'universités que vous représentez, se prendre des initiatives. Je voyais l'initiative de la création de l'école de Niel. Je vois les écoles de la deuxième chance qui se créent sur des milieux associatifs dans certaines villes auxquelles je vais me rendre, parce que je ne parlerai pas là à des étudiants, mais je parlerai à des futurs McDo-didactes. Et je trouve que c'est une des qualités de cette entreprise. Et nous y travaillons beaucoup de façon à ce qu'il se perdure et que ce ne soit pas uniquement une situation, je dirais, temporaire, dans le sens quand le chômage augmente, il y a plus de gens chez McDo, et quand quand le chômage est plus bas, les gens ne rentrent plus chez McDo. Je pense qu'aujourd'hui, faire une carrière, je vous dis ça, faire une carrière chez McDo, en tout cas pour beaucoup, c'est une vraie voie. Arrêtons de penser que les métiers de service sont des métiers secondaires, et que seul un métier, et là je ne parle pas à vous, mais je parle souvent au pouvoir public, si on n'est pas dans la fonction publique ou dans l'industrie, c'est des non-jobs. Et aujourd'hui, ce qui crée la croissance de l'emploi, il en reste, vient en grande partie des métiers de service, de l'hôtellerie, de la restauration. Ça vous intéresse quand même le profil d'un diplômé d'une grande école de commerce? Mais ça vient beaucoup. Alors, il y a plusieurs parcours là-dedans, c'est assez amusant. Alors, on a souvent des diplômés, j'enlève le siège bien entendu, puisque là on s'apparente à des entreprises comme Danone, L'Oréal, je parle des gens dans le restaurant. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont en cursus, on va dire, d'études universitaires, souvent sans savoir très bien où ça va les mener, qui prennent un travail chez McDonald's et au bout d'un an ou au bout de 2 ans, décident de quitter justement leurs études pour rejoindre McDonald's, parce qu'il faut d'abord un travail de vraie formation, un environnement humain extrêmement intéressant. Et donc c'est des choses qui se passent, sachant que par ailleurs, les gens chez nous qui ne sont pas diplômés, on leur donne la possibilité aussi, qu'ils soient équipiers, qu'ils soient directeurs, qu'ils soient managers, de leur permettre d'accéder par un travail complémentaire, des études complémentaires, avoir des diplômes reconnus par l'éducation nationale, ce qui leur permet de rattraper, en tout cas de finir cette deuxième chance dont je parlais. Vous avez, justement, encore une fois, vous racontez dans votre livre, vous avez été ouvrier, vous avez travaillé au Hall, notamment, dans des plantations. Est-ce que, pour un PDG comme vous êtes, est-ce que ça aide d'avoir justement fait ce travail ouvrier? Vous êtes dans une grande école ici, je pense que la plupart d'entre nous n'ont pas forcément eu ces opportunités, enfin, n'ont pas forcément fait ces jobs-là, ou visent du moins pas vraiment ça. Vous en avez quand même fait pour une partie de votre vie. Ça vous aide par rapport à un PDG polytechnicien? Oui, ça m'aide. Il faut bien quand même penser que si on n'a pas fait d'études, à un moment, j'ai dû travailler quelque part.
hein, ça, c'est clair. Les autodidactes, c'est pas des gens qui travaillent pas, c'est des gens qui travaillent différemment et sûrement qui travaillent plus tard que les autres. Donc j'ai pas beaucoup travaillé entre 15 ans et 20 ans, mais à un moment je me suis mis à travailler. Et il a bien fallu aussi que je me construise quelque part. Et donc ce que j'essaye d'illustrer, ce livre est un petit peu autographique, j'ai choisi dans l'autographie que je prends, non pas ma vie qui n'intéresse personne, mais les éléments de ma vie qui m'ont permis de compenser ce que vous apprenez par vos études, qui vous donnent ce cadre de pensée, ce cadre d'idées. Il a bien fallu que je l'apprenne quelque part. Alors j'ai trouvé, j'ai travaillé en effet dans les halles, dans un monde fait de personnages, je dirais, hors du commun. C'est vrai que cette mixité m'a probablement permis d'acquérir probablement une des qualités que j'ai, c'est de savoir d'être à l'aise avec un ministre, peut-être avec un étudiant, enfin je l'espère, ou des gens très différents. Je pense que j'ai trouvé autour de mon travail de autres études, l'armée m'a structuré sur la discipline ou la rigueur, et je retrouve chez McDonald's peut-être un moule que j'ai appris à l'armée, et McDonald's c'est une forme d'armée aussi, puisque on fait un métier identique tous les jours, que l'on répète en essayant de le faire un tout petit peu mieux. Donc c'est vrai que mon exemple ne peut pas être l'exemple de tout le monde, mais je me suis appuyé sur des choses qui m'ont construit, comme un professeur va vous construire, ou une rencontre, ou un groupe d'élèves va vous construire vous-même. Pour ça, vous regrettez la fin du service militaire? Oui. Oui, moi je regrette la fin du service militaire. Alors je me rattrape en disant que je pense que McDonald's c'est le service militaire d'aujourd'hui, puisque c'est lui qui permet la mixité. La mixité, elle est importante, et aujourd'hui, sans faire un terrain trop politique, on voit bien la difficulté que l'on a en France, justement, d'intégrer des gens qui ne sont pas de même monde, de même milieu, de même race, de même religion, et que l'armée était probablement un bon consensus, un bon mélange de tout ça qui permettait d'y être exposé très jeune. Et donc d'avoir probablement plus de tolérance que l'on en a aujourd'hui. Et alors vous avez quitté l'armée et ensuite vous êtes entré aussi dans le monde de la publicité chez BDDP. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience chez BDDP, ce milieu de la pub des années 70, 80, ce qui a changé maintenant? Milieu que l'on dit un peu... Bling bling, voilà. Bling bling. C'est ce que j'allais dire. Il était toujours, il a toujours été un peu bling bling, parce qu'il a toujours probablement mélangé le business et le show business. Alors il y a ceux qui sont restés dans le business et ceux qui sont restés dans le show business. Là-dessus, je vous laisserai juge les publicitaires que vous connaissez, de savoir où vous les mettez, dans quel tas vous les mettez. C'est quel le meilleur tas? Pardon? Quel est le meilleur tas? Je pense que l'un a aidé l'autre. Je pense que le show business est la partie, je dirais, la plus qu'on pourrait apparaître la plus futile, a permis aussi, par les publicitaires qui étaient les Philippe Michel, plus récemment Jacques Séguéla, des Bernard Brochant, ont permis aussi d'imposer un métier qui n'existait pas. C'est un peu comme les nouvelles technologies aujourd'hui. Dans les années 60, on faisait de la réclame, on ne faisait pas de la publicité, je ne parle même pas de communication. En été, c'était un métier réellement qui débutait, qui nous avait été apporté à l'époque beaucoup par les Américains, qui avaient 20 ans d'avance dans ce métier-là, qui l'avaient donc très professionnalisé. Et c'est vrai que probablement les publicitaires français, quand ils ont découvert ce métier, ont apporté ce talent latin, que probablement n'ont pas les anglo-saxons, et créativité, et puis aller chercher des domaines d'inspiration, comme l'humour, comme la séduction, quelquefois le sexe et quelquefois d'autres choses qui ont apporté, je dirais, une espèce de brillance à cette publicité qui ensuite a été rapportée aux États-Unis ou en Angleterre et dans d'autres pays. Et cette expérience donc publicitaire des années 70, c'était un peu, encore une fois, comme les métiers des nouvelles technologies aujourd'hui, une explosion. Donc les choses se découvraient au fur et à mesure, et c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre cette aventure en n'étant pas formé à ça, puisque dans les écoles que vous représentez, il n'y avait pas un cours sur le marketing et la publicité, il y avait des cours sur d'autres choses, et ça n'existait pas tout simplement, parce que c'était quelque chose qui était en train de naître. Donc les choses se sont faites en chemin. Alors comme toujours, après, on peut toujours post-organiser les choses et faire des stratégies une fois qu'on a eu que le travail a été fait, mais ces années-là, qui n'étaient pas BDDP, en fait, c'était des années
TBWA, BDDP, ma vie chez BDDP, qui était une agence, est arrivée un petit peu après, qui était une agence, le hasard des choses fait que cette agence a racheté BDDP, c'est pour ça qu'on retrouve le nom de TBWA et de BDDP de TBWA qui se mélangent selon les périodes, a été réellement pour moi une découverte. Et je dis que c'était mon université à moi, parce que c'est vrai qu'à part ces premières expériences professionnelles que j'ai eues, qui m'ont plutôt construit en tant qu'homme, je dirais, j'ai commencé à rentrer vraiment dans un métier et à apprendre des choses avec d'autres. Donc c'est vrai que c'était moins pénible, parce que on était tous d'une certaine manière à la même école, l'école de l'apprentissage d'un nouveau métier. Ça a été une période très intéressante. Et aujourd'hui, ça vous manque pas un peu toute cette créativité que vous pouviez déployer Je pensais que vous allez me dire, c'est bien, vous l'avez continué, c'est de faire de la créativité chez McDonald's aussi. C'est pas le même type, Alors, la créativité, vous savez, c'est pas uniquement faire des affiches. La créativité, elle est dans la remise en cause des règles, la remise en cause des principes, et ça peut s'exprimer, vous le savez très bien, dans l'industrie comme dans les services, comme dans les images de publicité, dans les images de publicitaires. Vous savez, quand on est un publicitaire et qu'on va travailler chez McDonald's, bien sûr que mes responsabilités sont de nature différente, mais McDonald's est une marque très publicitaire aussi, non pas parce qu'elle fait beaucoup de publicité, mais on ne fabrique pas des avions ou on ne fabrique pas des satellites. On fabrique des hamburgers, de vous à moi, c'est pas très difficile. Donc on voit bien que c'est le package qui est autour de ce produit, et c'est le look des restaurants, le service que l'on va y mettre, l'innovation d'un produit, certes, l'intérêt d'une campagne de publicité ou d'une promotion ou d'un jeu. Et on voit bien que donc McDonald's est une expérience large, plus qu'un produit. Un Big Mac sorti du restaurant McDonald's, vous me poserez sûrement la question pourquoi on ne vend pas des produits à domicile. Il y a des raisons économiques pour lesquelles on ne le fait pas, mais une des raisons, c'est parce qu'un Big Mac vendu hors d'un restaurant McDonald's, moi je trouve que ça peut l'intérêt. Ça peut l'intérêt. Ce qu'il y a, c'est l'expérience, c'est ce qui se passe autour, c'est les personnes que vous allez rencontrer, c'est la proximité avec quelqu'un que vous n'avez pas vu, c'est une famille qui va jouer, c'est un enfant qui va pleurer, c'est un ballon qui va s'envoler, c'est une aire de jeu qui va s'activer. Justement, je vais presque me permettre de contredire ma camarade. Je pense au contraire, le fait que vous ayez été dans le marketing juste avant d'entrer à McDonald's, est-ce que ça n'a pas justement joué beaucoup sur le changement d'image de McDonald's, puisque c'est de ça dont vous parlez, pour renforcer McDonald's, il a fallu changer d'image. Oui, on va contredire tous les deux. Est-ce qu'on pourrait pas... C'est Agnès, c'est ça? Agnès, c'est ça? Agnès, non, je pourrais en avouer. Et est-ce qu'on pourrait pas justement, avec ce logo vert notamment, ça a été beaucoup, on en a beaucoup parlé, est-ce qu'on pourrait pas vous soupçonner de greenwashing notamment, sachant que vous êtes publicitaire? Je pense que c'est des choses qui se font aussi dans la publicité. Les agences de publicité le font pour d'autres marques, pourquoi pas vous pour McDonald's? Oui, enfin, oui, il y a toujours un peu, comment dirais-je, il y a du danger à lire les choses comme ça, à les faire comme ça. Donc, vous me posez la question, mais je pense que vous avez sûrement suffisamment regardé McDonald's pour vous rendre compte que, justement, les changements de mutation dont je parlais, qui ont fait le succès de McDonald's, ont été des changements réels et sérieux. Et moi, je suis un peu, j'ai un côté un peu paysan, physique, là, comme ça, un peu lourd, un peu. Moi, j'aime bien tracer un sillon. Puis une fois qu'il est tracé, je me mets sur mon tracteur, je regarde derrière. S'il est bien droit, éventuellement, je vais faire une campagne où je vais le dire. Plutôt que de dire, on a un problème, on va faire des trucs formidables, on va l'annoncer à coups de millions d'euros, et puis 2 ans après, on s'aperçoit qu'on n'a rien fait. Et donc, si on prend les sujets les uns après les autres, qui sont les sujets ayant trait à l'environnement, ayant trait à la nutrition, ayant trait au social, ayant trait à la qualité, il faut voir que ce sont des sujets qui ont été traités, abordés il y a 10 ou 15 ans. Et que, à part l'altermondialiste de service qui trouvera toujours que McDonald's est à critiquer, mais quand on va regarder les scientifiques, quand on va regarder les politiques, les gens éclairés comme vous et les journalistes, même s'il est l'enjeu toujours de rappeler que McDonald's c'est le symbole de ceci ou le symbole de cela, ils savent que le boulot a été fait. Et donc quand on passe au vert, c'est une manière, non pas de greenwashing, mais de rendre quelque chose visible, de rendre visible des choses qui ont été faites.
Quand on change le décor des restaurants, je n'aurais jamais changé le décor des restaurants, ou on n'aurait jamais passé au vert si on n'avait pas fait le travail de fond des sujets dont je viens de parler. Je pense que les consommateurs, il ne faut pas prendre les consommateurs pour des gens, pour des imbéciles. Les consommateurs sont des gens intelligents, il faut les respecter, et vous ne les prendrez jamais au piège. Et si les changements de fond dont je parle n'avaient pas été faits, on aurait en effet dit que c'est du greenwashing, et à mon avis, on ne serait pas là où on en est. Ça se manifestait comment, enfin, ces changements dont vous parlez? Ces changements dont on parle, quand on élargit une gamme de produits et qu'on introduit à côté de nos produits de base des produits comme des salades, qu'on introduit des poissons, qu'on introduit des yaourts, qu'on introduit des fruits dans les Happy Meal, sur le domaine de la nutrition, quand on change fondamentalement les sauces des produits, qu'on diminue le sel, qu'on traite différemment les huiles, sur le problème de l'environnement, quand on fait un travail sur les déchets, quand on fait un travail sur les packaging, qu'on change nos camions de façon à ce qu'ils soient moins... Enfin, je ne vais pas rentrer et faire une réunion technique, donc ce sont des choses extrêmement lourdes qui ne se font pas du reste overnight, qui ne se font pas du jour au lendemain, qui sont des travails de véritable stratégie qui a été entreprise déjà qui avait été déjà entreprise depuis un certain nombre d'années, qu'on ne fait qu'accélérer, et ces choses-là, par contre, elles ne sont pas visibles dans le quotidien. Si je vous dis qu'on a diminué de 20% nos cartons, vous allez dire, vous avez diminué, vous me le dites, mais enfin, moi dans ma vie quotidienne, j'achète un Big Mac et je vais toujours dans la rue, et je vois toujours une boîte de Coca ou une boîte de Big Mac qui traîne, et donc vous polluez le pays. Donc on voit bien, quand une pollution visible, par exemple, et un travail de fond, les choses ne se disent pas, donc à un moment, il faut le dire. Et vous savez, il n'y a pas de meilleur sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est quelque chose qui est spécifique à la France, ces changements Disons que pour nous, c'était une question de survie. Pour les autres, c'était quelque chose qui était moins intense. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, McDonald's était tellement rejeté pour des raisons culturelles, des raisons franchouillardes, qu'il fallait, pour exister, il fallait faire ces modifications. Ces modifications ont été de bonnes choses pour la France et a permis à la France de se déployer. Beaucoup de ces idées étaient de bonnes idées pour la société en général. Et à ce moment-là, les autres pays s'en sont inspirés. Et on a l'habitude de dire, j'en suis extrêmement fier, que la France a beaucoup inspiré d'autres pays, mais soyons aussi clairs, d'autres pays aujourd'hui nous ont inspirés. Dans le monde occidental, les écarts entre les situations, je dirais, de McDonald's et les situations de l'environnement dans lequel nous œuvrons se sont diminuées depuis une dizaine d'années, donc les préoccupations sont plus semblables aujourd'hui. Et justement, vous vous êtes engagé pour le Made in France, pour les produits Made in France qu'on trouve chez McDo. Qu'en pensez-vous justement, ce Made in France, vous qui le faites? D'autres pourraient peut-être le faire à un moment où, qu'en dites-vous, au moment où GAD dépose le bilan, où les Allemands font du dumping pour vendre leur viande notamment? Qu'en dites-vous? Il y a des autres acteurs. Il y a deux sujets dans la question, enfin, pas dans la question, mais il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est d'ordre plus général, et on ne va pas l'aborder ce soir, d'abord ce n'est pas mon rôle, mais il est clair que la France, pour des raisons que vous connaissez parfaitement, dans beaucoup de domaines, perd de sa compétitivité, compte tenu du coût du travail, compte tenu des charges, etc. Et donc il n'est pas étonnant que dans beaucoup de secteurs, nous nous trouvions confrontés à l'économie et à la compétition européenne ou d'autres marchés. Et il est en effet sain d'essayer de se concentrer, et que les entreprises qui peuvent le faire ont un rôle citoyen, je dirais, et chaque fois que ça fait sens, chaque fois que ça fait sens, de privilégier, bien entendu, l'industrie française par rapport aux industries d'autres pays. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de le faire, compte tenu de l'environnement économique particulier en France, où nous prenons du retard. Et malheureusement, je ne vois pas les choses, ou en tout cas des initiatives permettant de renverser cette situation. Ça, c'est l'aspect purement économique qui ne concerne pas uniquement McDonald's et ses propres filières. Deuxième élément, on y face après un lobbying qui voudrait laisser croire que tout ce qui est fabriqué en France est mieux qu'ailleurs, particulièrement en matière d'alimentation, et que si on rentrait dans les années 50, qu'on est tous derrière nous un petit lopin de terre avec sa vache, son cochon et sa poule, la vie serait merveilleuse et on mangerait bien. Moi, je pense que là, on est dans une erreur fondamentale qui est grave, parce que c'est pas possible que ça se passe comme ça, et que
cet environnement politique, et qui n'est pas du reste celui de la majorité actuelle, qui date au cours des dernières années, on va créer on va, comment dirais-je, surdimensionner cette idée de la valorisation de la France au détriment du reste, alors que dans les pays avec les mêmes cahiers des charges, les produits sont de même qualité. Il ne faut pas penser qu'un bœuf élevé, produit, abattu et traité en France va être mieux que celui qu'on va faire à partir de l'Irlande ou en Hollande ou en Italie, à partir du moment où le cahier des charges, bien entendu, est le même. Et donc je suis pris et nous sommes pris, en tout cas en ce qui nous concerne, dans cette espèce d'ambivalence qui consiste à dire l'air du temps nous amène à bien entendu valoriser tout ce qui est français, mais à moyen terme, à force de trop le valoriser, on va tellement vouloir le différencier qu'on ne pourra pas retourner vers une valorisation des produits, et restons au niveau de l'Europe pour simplifier notre discussion, qui sont exactement de la même manière, et qu'aujourd'hui, par exemple, on ne pourrait pas acheter 100% de bœuf français, tout simplement parce que nous avons besoin des avants du bœuf, à la fois pour des raisons de coût, les avants coûtent moins cher que les arrières, un pot-au-feu coûte moins cher qu'un filet de bœuf, vous le comprenez. Et deuxièmement, on a besoin d'avoir de la matière grasse attachée à notre viande, de façon à pouvoir cuire nos hamburgers sur des grilles sans ajouter de la matière grasse. Et donc c'est la matière grasse attachée à la viande qui fait que nos hamburgers sont cuits en effet dans le monde entier. De cette manière-là, nous avons besoin de 20% de taux de matière grasse. Je ne vous rentre pas dans le détail pour vous ennuyer avec les détails, pour faire bien comprendre. Donc sur une bête, on achète 60 kg. Une bête qui à peu près fournit 350 kg de viande, on en utilise 60. Donc la France ne produit pas suffisamment pour pouvoir qu'on achète 100% français. Donc il faut bien qu'on achète à l'étranger. Et aujourd'hui, par exemple, les agriculteurs français sont très préoccupés parce qu'ils pensent que nous devrions acheter plus français. Je ne sais pas acheter plus français. Parce que, pour d'autres raisons plus techniques aussi, compte tenu du marché, il y a eu un relais de la crise, il y a eu un report sur les avants, donc le prix de la disponibilité de l'avant est moins disponible, etc. Et donc, on voit bien, c'est sûrement insuffisamment clair, mais vous comprenez qu'il y a un danger à aller trop dans cette direction. En même temps, je conçois qu'en tant que société française, d'origine américaine, une société française, il est normal que nous fassions des arbitrages chaque fois que nous le pouvons. Par exemple, sur les pommes de terre où c'était facile, on a pris un accord très récemment de contractualisation sur 3 ans pour acheter pendant 3 ans 100% de pommes de terre produites en France. Donc quand on peut le faire, on va le faire, mais il y a des endroits où c'est pas possible. Et il est dangereux de laisser s'induire dans l'opinion publique que le franco-français est la solution à tous les dangers alimentaires. Malheureusement, les dangers alimentaires, ils sont vieux comme le monde, les craintes alimentaires. Est-ce que tous les efforts que vous avez fournis, ça a contribué à améliorer la relation que vous pouviez avoir avec les pouvoirs publics et la classe politique aussi? Parce qu'on se souvient, par exemple, Jack Lang, il n'était pas forcément très sympa avec vous. Oui, ils sont plus nombreux. Hein. Si on fait la liste, alors on va en trouver. La liste va être longue. Oui, moi, je crois qu'il y a eu une grosse amélioration de tout ce qu'on appelle les gens qui influencent un peu l'opinion publique sur les politiques, les journalistes. Avant, quand j'allais voir un journaliste, j'avais la question et la baffe en même temps. Aujourd'hui, on me pose la question, on ne donne plus la baffe, on attend la réponse. Oui, c'est déjà beaucoup de temps, un grand mouvement. Oui, je crois que là-dessus, je dirais que sur les gens, on va dire, les plus éclairés, sur les choses dont je vous parle un petit peu dans le détail et pas uniquement l'idée qu'on se fait les choses, il y a eu une grosse évolution, une grande évolution, et on le mesure d'abord dans notre quotidien. Avant, quand j'allais dans un dîner où qu'un de nos collaborateurs disait qu'il travaillait chez McDonald's, il fallait un peu s'en cacher en disant je travaille chez McDonald's. Maintenant, c'est plutôt comment vous faites chez McDonald's. On voit bien qu'il y a une différence de posture. C'est plus has-been de travailler chez McDonald's? Je sais pas, je vous pose la question. Je trouve qu'il y a un changement d'image quand on travaille chez McDonald's, mais est-ce qu'il y a aussi un changement d'image en particulier pour un PDG comme vous de manger chez McDonald's? Est-ce que vous mangez souvent chez McDonald's? Est-ce que vos amis, directeurs généraux de grandes firmes, mangent chez McDonald's? Oui, vous savez, comme je suis en effet un PDG et j'ai l'occasion de rencontrer des journalistes, des politiques, etc., j'ai à cœur de les inviter à prendre un petit déjeuner, non pas au restaurant branché dans un hôtel où on retrouve toute l'intelligentsia parisienne, mais les inviter chez McDonald's,
Et c'est souvent des expériences qu'ils découvrent pour la première fois. Ou quand ils l'ont découvert, ils m'ont toujours expliqué qu'ils étaient allés quelques jours auparavant, mais avec leurs petits-enfants. On a toujours besoin d'avoir son petit-enfant pour aller chez McDonald's. Oui, je déjeune souvent chez McDonald's, bien sûr, puisque ma vie consiste quand même à visiter des restaurants McDonald's, à rencontrer des franchisés. Et donc, on déjeune là. Et puis, on est une société de produits alimentaires. Et donc, la partie recherche et développement est extrêmement importante. Donc, quand je ne déjeune pas chez McDonald's, je suis au siège. Et là, on a souvent l'occasion de déguster des produits. Donc, on peut manger chez McDonald's. C'est comme tout, hein. Je suis attentif à ma forme. Donc, je mange des pâtes régulièrement, mais pas tous les soirs. J'adore ça. Et je mange chez McDonald's. J'adore ça. Et régulièrement, mais pas tous les jours et tous les soirs. Votre sandwich préféré? J'aime beaucoup le Big Mac, et puis je vais plutôt aussi vers les nouveautés. Enfin, ça, c'est un peu mon boulot. On va peut-être passer aux questions du public. Quand on regarde McDonald's il y a 15 ans, on s'est rendu compte qu'il y a eu énormément de changements, on en a parlé notamment à travers le logo, etc. Comment est-ce que vous visualisez McDonald's dans 15 ans? Voilà une question intéressante. C'est pas pour les autres. Hein. Non, mais ça me plaît qu'on me parle, parce qu'on me parle rarement du futur, on parle toujours du passé, donc je vous remercie. On va dire que 15 ans, ça va être très difficile de vous répondre, parce que, encore une fois, une entreprise comme McDonald's, on est trop lourd pour avoir pour vocation d'inventer le futur. Notre boulot, d'autres sociétés, d'autres entreprises, d'autres inventeurs en matière de restauration, en matière de services, plus petits, sont souvent les têtes chercheuses de demain. Parce que c'est plus facile à mettre en place, c'est plus facile à regarder, c'est plus facile à changer. Notre préoccupation est souvent justement de savoir capter les tendances des autres pour pouvoir, entre guillemets, les McDonaldiser à la taille que nous sommes. J'expliquais tout à l'heure qu'on est en effet un gros paquebot, et pour nous, une échéance de 2-3 ans sont déjà des échéances extrêmement importantes, puisqu'il faut qu'on amène notre système, 1300 restaurants en France, 35 millions de monde, et donc il faut aller vite parce que nos clients sont exigeants, le monde change rapidement, on a mis 100 ans pour passer du cheval à la voiture, on a mis 50 ans pour passer de la bougie à l'ampoule, on a mis 10 ans pour passer du papier au mail, on mettra peut-être seulement 3 ans pour passer du paiement par carte de crédit au paiement par téléphone, mais c'est quand même 3 ans. Donc on voit bien que le temps s'accélère, mais donc nous on est dans ce chemin-là, on essaie de rattraper le temps et de ne pas se laisser distancer. Ce serait dommage que nos restaurants soient encore éclairés à la bougie, vous avez raison. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir demain matin que tout le monde va payer avec son téléphone. Alors, quand même, donc je ramène votre question peut-être à 5 ans. Ça me paraît plus réaliste pour répondre précisément et vous donner à ce moment-là un éclairage. D'abord, en termes de taille, on pose souvent la question, c'est la question du reste qu'on me pose plus régulièrement, combien de restaurants il va y avoir où vous allez encore ouvrir. Il y a 5 ans, j'aurais dit 400-500 restaurants. Et puis, 5 ans après, je vais vous dire à peu près la même chose. Il y a encore 400 et 500 restaurants. Pourquoi il y a beaucoup de restaurants? On peut encore ouvrir beaucoup de restaurants, nous et la concurrence. Parce que le marché français est un marché très faible en termes de restauration commerciale. On appelle ça l'Informal Eating Out, c'est l'IEO, qui représente donc l'ensemble de la restauration commerciale payante. Je ne parle pas de la consommation, la restauration d'entreprise ou d'université ou d'hôpitaux. Ce qui est payant, c'est très faible. Pour vous donner une idée, en France, on prend un repas sur 7 à l'extérieur. En Allemagne, c'est 1 sur 4. En Angleterre, c'est 1 sur 3. Aux États-Unis, c'est 1 sur 2. Donc, on peut penser que dans le temps, on va rattraper l'Angleterre et l'Allemagne. Donc, ce qui veut dire que le potentiel, déjà, si on rattrape l'Angleterre et l'Allemagne, ça veut dire qu'on peut doubler le nombre d'établissements qu'il y a actuellement en France en matière de restauration. Donc, on voit bien qu'il y a là des sources de croissance importantes et que j'espère que ce segment va se développer, parce qu'il est difficile de développer fortement une entreprise, quel que soit son talent, sur un marché qui ne se déploie pas. À un moment, ça présente automatiquement, et vous comprenez très bien, un frein à son développement. Les choses, sur l'arrivée de concurrences nouvelles, sur l'arrivée de nouvelles chaînes, vous avez peut-être vu l'arrivée prochaine de Burger King, etc., qui sont des bonnes choses, parce que ça va contribuer à déployer
le segment. Donc en France, je vois dans les années qui viennent, on ouvre actuellement à peu près 50 restaurants par an. En une dizaine d'années, on ouvrira 400-500 restaurants. Dans le format actuel, après on peut se poser la question d'ouvrir des restaurants plus petits, avec des points morts plus courts bien entendu. Aujourd'hui, un restaurant fait en moyenne entre 2 et 3 millions de chiffre d'affaires. On peut penser qu'on pourrait faire des restaurants qui feraient 1 million de chiffre d'affaires, avec peut-être une gamme réduite, des établissements plus petits, des cuisines plus simplifiées, et donc ce qui nous amènerait à 1600, 1700, plus 300. On peut penser que dans les 10 ans qui viennent, il peut y avoir 2000 établissements McDonald's en France, mais j'espère qu'il y en aura 500 Quick, KFC la même chose, et Burger King la même chose, qui permettra en même temps de dynamiser. C'est bien d'avoir une grosse partie d'un petit gâteau, mais à un moment, si le gâteau, il vaut mieux grossir le gâteau et avoir peut-être même une partie et perdre un peu de part de marché. Sur le plan maintenant du concept lui-même, je ne pense pas qu'on sortira du hamburger, du métier du hamburger. Je pense que les entreprises ont un ADN très marqué, particulièrement en matière de restauration. Les Italiens, ils font des pizzas, les Japonais, ils font tel type de produits. Les McDonald's, ça fait des hamburgers, et chaque fois qu'on a voulu, du reste, trop s'éloigner de notre cœur de business, on n'a jamais eu de très très bonne expérience, et vous le voyez, même quand on va vers un wrap, quand on va vers les casse-croûtes, quand on va vers les salades, 80% de leur chiffre d'affaires se fait quand même au travers du triptyque hamburger, quelle que soit sa forme de hamburger, un 280, un Big Mac, un double cheese, ce que vous voulez, des frites et un coca et une boisson, et c'est le cœur de notre business. Et je ne crois pas qu'on sortira de là, surtout qu'il semblerait que la notion de hamburger se popularise de plus en plus. Vous voyez bien que tout chef aujourd'hui a fait son hamburger, vous lisez les magazines, il y a des expériences, il y a les trucs qui arrivent, donc je pense qu'on sera toujours dans le même métier. Le troisième élément, ce qui va être, à mon avis, la colonne vertébrale de notre développement, ça va être d'arriver à prendre en compte une tendance lourde qui émerge déjà depuis un certain nombre d'années, c'est d'avoir une plus grande personnalisation de notre activité. Et aujourd'hui, McDonald's, c'est un moule, tout le monde mange la même chose dans un même restaurant, c'est très militaire dans un certain sens, et on voit bien que cette notion de personnalisation est extrêmement importante, et qu'il va falloir passer, ce qui va être difficile pour nous, d'un mass marketing à un marketing plus personnalisé. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup, et les choses sont en train d'aboutir. Sans rentrer dans le détail, on va changer notre système de production, on va changer donc le cœur de chacun de nos restaurants, pour faire aujourd'hui, pour ceux qui fréquentent nos restaurants, vous voyez que nos sandwichs sont préparés à l'avance et sont dans une unité d'attente, on appelle un bin, et dans lequel qui est plein au moment du rush, on prend les sandwichs là-dessus. Donc ces sandwichs ont attendu 10 minutes, ou peuvent attendre jusqu'à 10 minutes, au-dessus de 10 minutes on les jette, et ils sont donc servis à ce moment-là. Donc il y a une partie, on prépare des sandwichs sans savoir s'ils vont être achetés ou pas. On pense que les gens vont rentrer dans le restaurant et les acheter, et on essaie de faire combiner l'un avec l'autre. Demain, ça commence aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, c'est pas encore dans tous les restaurants, on va faire ce qu'on appelle du made for you, c'est-à-dire préparer à la demande. C'est-à-dire le système de préparation est tout à fait différent, c'est-à-dire que vous rentrez, vous commandez au travers d'un kiosque en général votre sandwich, la commande est lancée et le sandwich est préparé pour le sandwich qui a été commandé. Et donc vous comprenez, ça permet d'avoir beaucoup plus de variété, de ne pas enlever le Big Tasty pendant 18 mois, de ne pas enlever le double cheese pendant 15 jours ou pendant 6 mois, etc., d'avoir tous les produits à la gamme et d'avoir aussi la possibilité de faire des produits sur mesure. Vous voulez un produit qui soit composé légèrement différemment parce que vous n'aimez pas le fromage, parce que vous n'avez pas envie d'avoir un cornichon dans le Big Mac, ou vous voulez avoir du bacon ou pas du bacon, les choses sont rendues beaucoup plus faciles. Donc on voit bien qu'on va avoir une bien plus grande flexibilité pour chacun. Alors, je tire le trait, on ne va pas faire non plus un sandwich différent pour 750 millions d'individus, mais on va quand même ouvrir à plus de flexibilité. Et on voit bien déjà, et ça vous le voyez déjà,
au niveau du service, une plus grande flexibilité. Vous voulez rentrer, beaucoup de restaurants aujourd'hui font le service à table, vous pouvez commander par internet, vous pouvez commander par votre téléphone, vous pouvez commander sur kiosque, bien sûr vente emportée par vente emportée. Donc on voit bien le paiement, vous pouvez payer de telle et telle manière, vous pouvez payer en ticket restaurant, vous pouvez payer en carte de crédit, vous pouvez payer en cash, etc. Et donc je pense que notre colonne vertébrale des années qui viennent sera de rendre un McDonald's beaucoup plus flexible. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, on le fait dans 1300 restaurants. Demain, on peut penser qu'on fera le petit déjeuner dans des restaurants, le 24 heures sur 24 dans d'autres restaurants, le goûter dans les troisièmes restaurants, les McCafé dans d'autres restaurants. Et donc cette notion de tout le monde, je dirais, fonctionnant de la même manière, à la même heure, au même moment, c'est quelque chose dont on va s'échapper un peu pour essayer d'être en empathie avec cette tendance lourde qui est la plus grande personnalisation pour chacun d'entre nous. Moi j'ai une question, vous aviez l'air de parler de manière positive du retour de Burger King. Moi je reste persuadé que vous ne devriez pas en être satisfait. Parce que... J'ai pas entendu la fin. Non, vous parliez de manière compris, positive. mais après, tu parles de la dernière phrase. Moi je reste persuadé que vous ne devriez pas en être satisfait. Je sais pas, de par de sa notoriété et du fait qu'on est tous contents d'aller à Londres pour pouvoir manger Burger King. Et aussi que... Enfin, ils seront rares, ceux-là, quand même. Même si on affiche la gare Saint-Lazare, que vous avez probablement vu, ils sont quand même rares. Non. Et aussi, pourquoi McDo se lance pas dans le toujours plus gros je fais référence au Triple Whopper ou des choses assez américaines, mais qui, je pense, ont une forte clientèle d'ailleurs en France. Voilà. Vous devriez aller essayer, on a lancé un grand Big Mac, je vous invite du reste à aller le goûter dès ce soir, parce qu'il est là pour 15 jours, donc comme il marche très très bien, il ne va pas y en avoir pour longtemps. Profitez-en ce soir. J'ai pas d'autres éléments. Moi, je pense que, d'abord, je ne peux rien faire pour... je peux m'en réjouir ou pas, on peut avoir un avis là-dessus différent. Si Burger King veut revenir sur le marché français, je ne vais pas l'en empêcher. C'est le premier élément. Mais le deuxième élément, mais c'est vrai sur beaucoup de secteurs alimentaires ou de produits de grande consommation, la concurrence est quelque chose de nécessaire. Vous ne pouvez pas demander aux gens de consommer tout le temps la même marque, dans le même univers, avec la même famille de produits. À un moment, on ne peut pas être exclusif sur un secteur d'activité. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas loin d'être exclusifs sur un secteur d'activité. Donc, notre système est voué de toute façon à se freiner si nous sommes seuls, parce qu'on ne peut pas avoir 100% d'un marché. Les pots de yaourt, Danone n'a pas 100% du marché. Procter, Ariel, il n'a pas 100% du marché. Nestlé, il n'a pas 100% du marché. On est obligé, parce que c'est le système même dans lequel nous vivons, que cette économie concurrentielle est stimulante pour les catégories de produits, crée l'innovation, permet de tenir les prix aussi relativement accessibles, et donc je pense qu'il serait sain que nous nous trouvions sur ce même segment, surtout qu'il commence à nous poser un problème. Il commence à nous poser un problème, je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, le segment de la restauration commerciale en France n'a pas bougé depuis 10 ans. Alors que dans des pays comme l'Angleterre, comme l'Espagne, qui est en crise terrible avec 50% de chômage sur les jeunes, 26% de chômage, a un segment de la restauration commerciale qui se développe. Et donc à un moment, vous le comprenez bien, il faut que le gâteau sur lequel vous êtes assis, le gâteau, la taille du marché, elle-même se développe. Il n'y a pas de marché où il ne peut pas y avoir de croissance pour une entreprise sur un marché qui régresse. Ça, c'est mécanique. Alors, vous pouvez, de manière conjoncturelle, pendant 1-2 ans, pousser, et puis les choses vont aller très bien. Mais sur une longue période, vous ne pouvez pas le faire. En ce qui concerne le deuxième aspect de l'autre question, je pense qu'il faut être consistant avec les problèmes que l'on a. Et si je refuse l'idée que McDonald's est responsable de l'obésité du monde en général et des Français en particulier, ça ne veut pas dire que, comme toute entreprise alimentaire, on n'ait pas un rôle à jouer. Et je pense que inciter les gens à consommer de manière excessive, en les invitant par des offres de prix ou par des 2 pour le prix d'un, ce qu'on appelle du upgrading de taille. Il y a eu un film qui a été fait, Super Size Me, dont vous avez sûrement entendu parler. Je pense qu'il a maltraité le problème et c'est une bonne question. Je pense que les entreprises ont une responsabilité citoyenne, nous en particulier comme d'autres,
d'inciter ou de conduire les gens à une certaine modération dans leur mode de consommation. Et c'est vrai que les 3 étages de Big Mac avec 1300 calories ou 1500 calories, un litre de coca ou un demi-kilo ou 500 grammes de pommes de terre à déjeuner, et inciter les gens en leur donnant un prix très attractif, je trouve ça pas bien pour une boîte qui se dit avoir une éthique et une morale. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes particulièrement, aujourd'hui, portent un jugement sur les entreprises qui se conduisent mal. L'entreprise voyou me paraît un peu excessive, et que c'est fait de petites rivières, de petites observations, et qu'on doit aussi, au-delà des intérêts économiques, des intérêts commerciaux, avoir une éthique, et pour moi ça en fait partie. Donc je n'irai pas vers des produits excessifs. Alors en même temps, après, c'est un espèce de jeu, comment dirais-je, où il faut trouver le bon point d'équilibre, parce que tout d'un coup, si on vend que des produits à moins de 2 euros qui sont des timbres poste, on va faire faillite aussi. Donc il faut bien qu'on vende des gros et des grands produits. Et puis, les besoins de chacun ne sont pas les mêmes. Un jeune de 25 ans ne va pas avoir le même besoin qu'un autre. Et donc, je pense que le rôle d'une entreprise, c'est dans une espèce de cadre d'éthique, pouvoir répondre aux envies de chacun, que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes de protéines, que ce soit en termes de goût, et que ce soit en termes de taille. J'aimerais un petit peu savoir comment se passent vos relations avec la direction mondiale de McDonald's, quel est un peu le niveau de liberté qu'ils vous laisse, et aussi un petit peu en quoi consiste votre job concrètement, PDG de McDo France. Non, la relation avec McDonald's, on est des filiales à 100%, appartenant à 100% à McDonald's. Donc, d'une certaine manière, j'ai un boss qui est américain, c'est mon patron. Là-dessus, et donc, sur le plan purement administratif, j'ai zéro liberté, si ce n'est que d'appliquer le système de McDonald's. Ça, c'est une phrase, je dirais, rigoureuse, mais en tout cas, c'est la Bible, en tout cas, c'est la loi. Dans la vie réelle, les choses ne se passent pas comme ça. On a des marchés, surtout un marché comme la France, qui est un marché extrêmement important. Il veille à ce que nous prenions les bonnes décisions pour développer le marché français dans le cadre du métier de McDonald's. Le métier de McDonald's, qu'est-ce que c'est? C'est vendre sous une marque qui s'appelle McDonald's, sous un système de production qui est à peu près le même dans tous les pays du monde, sur une gamme de produits, en tout cas sur certains produits, ce qu'on appelle les produits cœur, le core product, qui sont le Big Mac, le double cheese, les frites, le sundae et le fish, et auprès d'une population ou d'une cible qui s'avère souvent être une cible familiale. En tout cas, c'est l'ancrage, c'est le positionnement. À partir du moment où on fait ça, et c'est vrai que sur ce sujet-là, j'ai pas de liberté. Si je veux lancer une deuxième marque, il va falloir que je demande l'autorisation. Si je veux plus vendre de Big Mac, il va falloir que je demande l'autorisation. Si je veux m'adresser au quadragénaire pour vendre des McDo, il va falloir que je demande l'autorisation. Ou en tout cas, si je ne la demande pas, on va vite me virer si je ne le fais pas. On va dire ça, c'est à peu près ce qui est mandatorise. Le reste, on joue au football, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Maintenant que je joue en 4-2-4, en 8-12-5, le tout c'est que je marque des buts. Et ils sont assez pragmatiques. Alors c'est vrai que, je vous disais tout à l'heure, je travaille pour McDonald's depuis 30 ans. Peut-être que la troisième année, si j'avais pris les initiatives de changer le logo, de faire un pain Big Mac avec un autre pain, de redécorer le restaurant et de lancer des McCafé, il m'aurait dit pourquoi tu ne t'occupes pas d'abord de vendre des hamburgers. Comme dans la vie, il y a un crédit de confiance, il y a un crédit de savoir-faire, il y a un crédit de certaine sagesse. La sagesse ne veut pas dire que ça empêche l'innovation, mais le croisement des deux nous autorise en France à faire des choses qui ne seraient pas acceptées dans d'autres pays, surtout qu'ils ont bien compris que c'était une question de survie en France d'apporter ces choses-là. Alors après, elles sont justifiées, elles sont analysées. C'est vrai que quand je fais un nouveau projet, souvent on n'en parle pas. Enfin, je devrais en parler, mais en tout cas, je sais qu'on a le rationnel pour pouvoir le faire. Mais par exemple, est-ce que vous pouvez établir votre propre politique salariale de McDo France? Ah oui, bien sûr. Vous avez quand même
Ah oui, oui, je crois, oui, la question, enfin, surtout, je réponds en creux. À partir du moment où je fais ce que je viens de vous dire, surtout le reste, j'ai une grande liberté. Après, j'ai des budgets. Après, je présente des budgets, puisque je ne gère pas mon argent, je gère l'argent des autres. Donc, en début d'année, on est comme auto-entreprise, on présente un plan, on dit cette année, on a fait tant de chiffre d'affaires, l'année prochaine, on va faire tant de chiffre d'affaires. On va, en masse salariale, dépenser, parce que l'augmentation du SMIC patin coup fin, on va dépenser tant de plus. En nombre d'ouvertures, on va ouvrir 40 restaurants, donc j'ai besoin, vous allez me donner 100 millions d'euros de CAPEX à investir pour ouvrir le nombre de restaurants. Après, je travaille comme n'importe quelle entreprise, manager d'une entreprise qui présente son plan annuel, qui est challengé, questionné, accepté ou pas, revisité. Ça, c'est business as usual, mais là-dessus, il n'y a rien de particulier. J'ai pas, comment dirais-je, un cadre fermé. Après, pour tous les sujets, la publicité, elle est faite ici à 100%, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes qu'en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis. Les sujets de communication, corporate, etc., sont traités toujours en France. Les crises sont traitées en France, dans une entreprise qui est beaucoup plus décentralisée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on était l'inverse de la globalisation que l'image qu'on s'en fait. Si on prend les entreprises comme Coca, Apple ou des constructeurs automobiles, c'est des entreprises qui sont beaucoup plus décentralisées. Ce qui force à la décentralisation, c'est aussi notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est je ne vous l'ai pas dit, mais moi, je pense que vous le savez, notre mode de fonctionnement, on gère des réseaux de franchise qui sont en fait des locataires gérants qui ont investi dans leurs affaires. Donc, ils sont copropriétaires de leurs restaurants. Et donc, ça force automatiquement une volonté de décentralisation du groupe, de son organisation, parce qu'il y a cette force de frappe que sont les franchisés, qui eux-mêmes sont des entrepreneurs indépendants qui développent leur activité dans chacune des villes dans lesquelles ils sont implantés. C'est eux qui investissent, donc à un moment, on n'est pas les seuls à décider. On a cet équilibre à trouver dans la relation avec la franchisée, qui crée du reste un mode de gouvernance complexe, mais qui fait une force formidable, parce que quand on arrive à les mettre en marche dans le même sens, c'est comme une armée qui avance dans le même sens. Et ça m'amène à votre deuxième question, que j'ai toujours du mal à répondre quel est mon rôle, parce qu'on se trouve de manière toujours défensante, on a l'impression qu'il faut expliquer ce que l'on fait, mais laissons les choses évidentes que peut faire le président d'une grande entreprise qui emploie 100 000 personnes en France et qui fait bientôt 5 milliards de chiffre d'affaires. Donc on peut penser que les fonctions traditionnelles d'un chef d'entreprise sur l'ensemble des métiers, contrôle, etc., sont les mêmes pour le président de Danone, le président de Disney ou le président de Procter. Ce qui rend notre métier, le mien, particulier, c'est ce point-là justement, c'est ce mode de gouvernance qui fait la force de McDonald's, c'est que, au-delà de la définition des stratégies, de la définition des politiques d'investissement, de la définition des politiques sociales, du travail à faire sur la qualité, du travail à faire sur la nutrition, du travail à faire sur le marketing, du travail à faire sur la rénovation de nos restaurants, le parti pris sur les nouvelles technologies. Il faut conduire ce réseau de 300 franchisés et les faire adhérer à ces politiques. Et donc, ça demande un travail, et je dois dire que ça doit représenter 50% de mon temps, probablement, de dialoguer, à la fois d'écouter, à la fois de comprendre, à la fois de prendre en compte leurs préoccupations, parce que c'est mon conseil d'administration. Mon conseil d'administration, bien sûr, j'ai un conseil d'administration traditionnel, comme toute entreprise, mais mon vrai conseil d'administration, si je sais bien le faire manœuvrer, ce sont ces 300 entrepreneurs indépendants qui sont d'une force de frappe absolument formidable, qui sont souvent des gens qui viennent d'univers très très différents, et donc qui ont chacun en eux une connaissance de leur métier passé, hein, parce que ce sont souvent des gens qui ont plutôt 40 ans et plus, et donc qui ont eu une première partie de carrière professionnelle, en général, j'espère, réussie. Et donc, ce travail de les amener à la fois à avoir confiance dans l'avenir, ils se comportent comme des entrepreneurs, et ce sont partiellement des entrepreneurs indépendants parce qu'ils ont mis de l'argent dans cette affaire-là, il faut les conduire, et c'est pas uniquement
diriger une entreprise, ce n'est pas des concessionnaires automobiles, j'ai rien contre les concessionnaires automobiles, mais qui sont tout simplement les concessionnaires qui vont distribuer une marque. Eux, ils sont partie prenante dans les choix, ils sont partie prenante dans les stratégies. Quelquefois, ça nous ralentit, mais qu'on en arrive bien à les convaincre, avec la confiance se crée, qui savent bien où ils vont et qui s'enrichissent, on a un moteur, je dirais, unique, et notre modèle aujourd'hui devrait inspirer sûrement beaucoup d'organisations et beaucoup d'entreprises, ce mode de gouvernance. Je pense souvent à la distribution. On le retrouve du reste chez des gens comme Leclerc, par exemple, au système U, ce système de gouvernance où les opérateurs sont aussi des entrepreneurs. Ça crée une force formidable. En tout cas, ça crée la force du changement. On va passer à la dernière question. D'abord, j'ai essayé de vous faire honneur. Je suis allé prendre un McDo avant de... Ensuite, je vais poser une question plus à l'autodidacte qu'au PDG de McDonald's. Aujourd'hui, en France, chaque année, il y a 15% de jeunes qui sortent du système scolaire. Vous, personnellement, vous avez réussi à arrêter l'école en première. Où est-ce que vous avez puisé la confiance, cette confiance que nous donne le groupe, que nous donne le système? Où est-ce que vous avez, quelles valeurs vous avez prises qui vous ont permis finalement d'aller aussi loin? Écoutez-moi, toujours difficile parce que quand les choses se construisent de manière désorganisée, on les post-rationalise bien longtemps après. C'est vrai qu'à l'occasion de ce livre, ça m'a amené à y réfléchir dessus. J'aurais fait une école comme la vôtre, j'aurais pas commencé mon livre et vous raconter ce que j'ai fait à Marseille, à l'armée ou dans les Halles. J'aurais commencé dans ma vie, au début de ma vie professionnelle, parce que ce que j'ai fait avant n'intéresse personne. Si ce n'est, c'est quand même là où j'ai puisé, probablement, cette construction, mais souvent sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que je ne lisais pas, au moment où les choses se sont faites ou sont arrivées, qu'elles auraient, bien des années après, une influence sur ce que je suis devenu, oui, parce que c'est un dont on parle, c'est modeste en parlant de moi, je m'en excuse. Donc, j'ai pas de réponse à cette question. Directement, ce que je crois, c'est plutôt, et une des raisons pour lesquelles j'ai aussi envie de faire ce livre, c'est plutôt dans un moment noir de notre société, pour des raisons, encore une fois, qu'on entend dans les journaux tous les jours, je trouvais qu'il était intéressant de saluer d'abord une entreprise qui réussit, et qu'aujourd'hui en France, la réussite est quelque chose qui est rarement salué. Une entreprise qui donne la chance à beaucoup. On recrute beaucoup de monde, et je le disais tout à l'heure, on permet à beaucoup de gens qui étaient un peu abandonnés à nouveau acquérir une certaine fierté, et une certaine réussite, et une certaine économie, et construire une famille, et prendre un logement, et ceci, et cela, et réussir, ce qu'on appelle réussir. Moi je suis qu'un exemple parmi d'autres, je reviens sur les McDo-didactes, mais il y en a beaucoup, et c'est formidable de voir le regard des gens à qui ils ont repris, grâce à McDonald's, de la fierté, dans la manière dont ils pensent, la manière dont ils se regardent, la manière dont ils sont jugés par leur famille, par leurs parents, souvent des gens venus de territoires hors de la France, et je trouve ça formidable. On parle beaucoup d'intégration aujourd'hui en France et de difficultés. Je trouve que les pouvoirs publics devraient regarder l'intégration de chez McDonald's. Vous voyez nos restaurants, vous voyez les gens qui travaillent dedans, et ce travail est quand même fait avec beaucoup d'apaisement, beaucoup de générosité, et je trouve ça vraiment intéressant à observer. Et le troisième élément, c'est que si on fait preuve de cet optimisme, ben c'est toujours bien d'abord de le saluer, ensuite de le regarder. Et c'est vrai que mon parcours et le parcours de beaucoup d'autres sont aussi, pour ceux qui ne suivent pas un schéma traditionnel, montrent, même si le chemin est plus ardu probablement qu'au XXe siècle, c'est-à-dire juste il y a quelques années, ce chemin existe aujourd'hui pour des gens curieux, pour des gens entrepreneurs, et qu'il y a sûrement il y a des chemins qui existent. Donc c'est un peu, c'est un peu le message que je voudrais laisser, c'est que ce pays reste un pays généreux, et c'est quand même curieux, ce pays qui est aussi fermé sur lui-même, qu'il est permis d'une certaine manière à une entreprise comme McDonald's de réussir. Donc malgré toutes les barrières que l'on a vues
dans le chemin de McDonald's se dressait contre l'anti-américanisme, l'anti-ceci, l'anti-cela, etc. Néanmoins, la société française a permis à McDonald's de réussir, parce que aussi McDonald's a su les écouter, a su évoluer, et je pense que c'est bien de le regarder. Alors, je ne réponds pas à votre question directement en disant ça, mais je dirais que la France est un pays, plus qu'il ne le dit chaque jour dans son quotidien, dans le fond, qui est un pays très permissif, dans lequel et Jean-Pierre Petit et McDonald's peuvent réussir. On n'était pas les deux les mieux barrés pour réussir il y a 20 ans. Ni moi par mes diplômes, ni McDonald's avec son image d'américain. Donc, bravo. Bravo pas à nous, mais bravo à la France. Je voulais savoir, je sais que vous venez de signer un partenariat avec le Paris Saint-Germain. Je suis plutôt pour l'OM, je vous dis tout de suite. Je suis navré, mais c'est comme ça. Je voulais savoir ce que ça allait apporter, ce partenariat à McDo, et surtout, si vous pouvez nous dire en exclusivité de quoi sera composé le menu qui composera mes deux passions, à savoir le McDo et le PSG. Sur le domaine du sponsoring, on n'est pas engagé, à part sur les grands événements mondiaux qui sont souvent l'attribut à payer sur les Jeux Olympiques et l'organisation de la Coupe du Monde, qui sont des sponsors des activités mondiales. Sur le plan français, sur le plan de chacun des pays, on a rarement des engagements très très lourds dans le sport sur le plan national. Pourquoi? Parce que à Paris, ça va être sympa de prendre un accord avec le PSG, mais à Marseille, ça va pas être top de prendre un accord avec le PSG national. Et donc, on laisse, pareil sur le rugby, pareil à 13 ou à 15, pareil sur le basket, pareil, etc. Et donc, le sport est au sein même de notre activité, puisqu'on fait beaucoup de choses pour les jeunes, on a nos aires de jeu, on fait nos tours de sport, enfin, on est très impliqué sur le sport, mais on ne va pas sur le sponsoring, et on laisse nos franchisés ou nos regroupements de franchisés prendre des initiatives qui s'intègrent bien entendu à la problématique souvent locale du restaurant, en tout cas d'une ville ou d'une région. Donc en ce qui concerne, pour répondre à votre question, en ce qui concerne l'activité avec le PSG, c'est une initiative non pas nationale de McDonald's France, mais du regroupement des franchisés de la région parisienne, qui sont quand même importants, puisqu'il y a 200 restaurants dans la région parisienne, dans lesquels il y a des restaurants McDonald's, puisqu'on a des restaurants McDonald's et des restaurants à travers la franchise, ont pris cette initiative récente sur le menu. Et pour répondre maintenant à une discrétion, je n'ai pas la réponse pour le menu, je le donnerai volontiers. Je pense qu'il y a temps de travailler dessus. Je pense qu'au travers de tous les menus, vous aurez la possibilité d'acheter pratiquement pour rien, pour pas grand-chose, les primes qu'on trouve dans les boutiques du PSG. Donc vous pourrez aller porter un drapeau. Bien, merci beaucoup, merci à tous, merci à vous Jean-Pierre Petit, merci à LiveShots pour les photos, merci à Telescoop pour la vidéo. Alors en fait vous l'attendiez tous, mais en fait il n'y a pas d'Open McDo. Il y en a qui font ça très bien, mais je vous invite tous, enfin ceux qui veulent acheter le livre de Jean-Pierre Petit, à venir rencontrer son auteur, enfin dans le salon Jean-Baptiste C, pardon. Et je vous donne aussi rendez-vous le mercredi 20 novembre prochain en Vital Roux pour rencontrer les fondateurs du groupe Accordé. Voilà, merci encore et à bientôt j'espère.